Pratiquement le tiers des dossiers traités alors qui relèvent du domaine de la cybercriminalité. Le point a été fait notamment avec le commentaire de Franck Aono qui citait en référence quelques chiffres avancés par des acteurs majeurs du monde judiciaire. William, faut-il s'inquiéter? Oui. Pourquoi? Affirmatif. Parce que quand vous êtes dans un état dont la jeunesse, la force agissante, dont les grands muscles ne servent qu'à ça, une pratique pénalement blâmée, socialement répréhensible et surtout humainement peu orthodoxe, il faut s'inquiéter. Vous me direz que comparativement à la population juvénile du Bénin, c'est une portion marginale. Mais il ne faut pas voir seulement ou analyser seulement dans le temps présent. Il faut s'imaginer si cette propension continue dans le temps et s'étale au cours de notre histoire, dans 10 ans, dans 20 ans, le visage qu'un phénomène comme celui-là aura. Vous savez, il y a une quinzaine d'années à Cotonou, ce phénomène, sous sa forme assumée, reconnue comme telle, admise des parents, non plus vue comme de la délinquance ou du banditisme, venait de s'éclore. Et c'était, je ne veux pas faire de publicité à des marques de moto, mais c'était l'époque d'une certaine marque de 2 roues, et on les identifiait comme tels, avec des chevelus, des coiffes, avec un raccrochage scolaire, une désertion dans les salles de classe à un niveau très élevé. Je parle du constat dans les grandes villes, je ne sais pas ce qu'il en était bien loin de Cotonou, à Bomé-Calavi et autres. Mais aujourd'hui, en 15 ans, regardez l'allure du phénomène. Ils sont les plus gros clients des bailleurs de Cotonou et environ, dans les débits de boissons, dans les milieux de jeux de distraction, de jeux, hasard, ils sont à une certaine proportion maîtres des lieux. Et moi je dis que parce que la société a le mimétisme comme une des règles d'or, bien des gens, bien d'enfants pourraient instaurer ces choses en modèle dans une société en perte de repères, dans une société où il n'y a pas de modèle. Et au nom de cela, je trouve qu'il faut s'inquiéter de l'ampleur du phénomène. On pourra revenir à la façon dont on le traque, mais il y a matière à s'inquiéter. Oui, le riche, est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter? Moi, je me dis, on devrait être bien plutôt rassuré de voir que la police fait son travail, que la justice aussi a des dossiers qu'il traite et que le mal est en train de reculer. Effectivement, la police fait son travail et la police fait assez, je l'avoue. La justice aussi fait son travail et nous avons beaucoup de dossiers qui sont en instance. Il y en a qui sont vidés, il y en a qui sont encore en instruction. Et malgré ceci, nous devons reconnaître que le mal n'a pas pour autant diminué. Juste pour preuve, je vous demande de vous rapprocher un peu des institutions de transfert d'argent et vous allez constater que non seulement le mal persiste, mais il change de forme à chaque instant. C'est-à-dire, autant les mesures coercitives prennent de l'ampleur, autant les stratégies pour déjouer les coups de force de la police républicaine augmentent, s'améliorent et parfois même deviennent plus dangereuses. Je vais vous donner un exemple très simple, un cas que j'ai vécu avec un ami. Il était devant une structure de transfert d'argent. Je vais taire le nom de l'opérateur de téléphonie mobile pour ne pas faire de publicité. Et devant lui, il veut faire un retrait. Devant lui, on demande son numéro, il donne le numéro. Le monsieur a composé le numéro et lui a transféré l'argent. D'accord? On lui a demandé de valider. Il a reçu une demande officiellement parce que quand on vous demande de valider, vous avez un petit message. Il a validé le message puisqu'il était au niveau du point de vente. Il a validé. Le vendeur lui fait notifier quelques secondes après qu'il n'a toujours pas reçu de validation.
Et il dit, mais non, mais j'ai reçu un message, j'ai validé. Effectivement, l'autre lui dit, montrez-moi le message que vous avez validé. Il se rend compte que le message pour lequel il a validé n'est pas celui de l'opérateur, du vendeur, du point de vente là. Et le monsieur s'est demandé, mais je ne comprends pas comment ça s'est passé pour une grosse somme, s'il vous plaît, un peu plus de 200 000. Donc le monsieur était tellement fâché qu'il dit non, alors il faut qu'on le fasse. L'autre dit non, on va essayer de retirer. Ils n'ont pas pu retirer. Le dossier a été envoyé jusqu'à l'opérateur de téléphonie mobile, dont j'étais toujours le nom. Et c'est là que l'opérateur de téléphonie mobile leur notifie qu'ils ont déjà eu des cas similaires et qu'il y a eu même des cas qui sont allés à plus du million. Donc ça fait... C'est pour faire comprendre que le mal persiste. Le mal est là et le mal change plus des formes. Donc on a des raisons de s'inquiéter et je pense que plus que jamais, il est temps que chacun de nous se dise nous devons être le gardien de l'autre. Eric? Oui, je le pense aussi qu'on doit s'inquiéter parce qu'on se rend compte que ça devient, comment on dit, un très bon raccourci pour une bonne partie de notre jeunesse. Et c'est là que je joue le drame de ce que nous déplorons. C'est vrai que ce n'est pas une pratique qui était connue il y a quelques années en arrière. Avec la faveur du développement des TIC, eh bien, on s'est dit qu'il y a opportunité à se faire. On a commencé par s'inquiéter quand, dans le développement de cette activité, on y a ajouté la criminalité, on y a ajouté bien d'autres comment on dit, infraction, n'est-ce pas? Et ça devient véritablement un problème. Je pense que cela se résume toute notre inquiétude. Si nous sommes à cette étape aujourd'hui, comme l'a relevé William, d'ici 5 ans, 10 ans, où est-ce que nous serons encore avec ce problème? Peut-être encore une bonne partie de notre jeunesse se verra enrôlée dans cette pratique de cybercriminalité. Et vous savez ce que représente un jeune pour une nation. On attend d'un jeune qui soit la relève justement de toutes les personnes qui travaillent aujourd'hui. Et donc, on est un peu perdu de voir avec cette jeunesse comment on peut véritablement compter sur eux les années à venir. Et après, on se rend compte que non plus, même pour les opportunités qui existent, ou même pour des jeunes qui ont de l'emploi, n'est-ce pas, se trouvent émerveillés de faire de la cybercriminalité. Parce qu'on vous dira, j'ai réalisé en si peu de temps ce que j'ai mis de la peine à avoir en l'espace de 15 ans dans une entreprise ou dans une administration publique. Et il est déjà arrivé qu'on nous a donné des exemples de jeunes qui, en réalité, n'ont pas de problème en tant que tel. C'est des jeunes qui travaillent et donc le problème ne devrait pas se poser de les voir dans la cybercriminalité. Et donc c'est aller aujourd'hui à ce niveau où quand on se met dans la balance, on se dit on a beaucoup plus d'argent à se faire dans cette pratique que n'importe quelle autre activité. Et ça encourage aujourd'hui nos jeunes à estimer que c'est là-bas qu'il faut aller, justement. C'est là toute l'inquiétude. Et on se rend compte que ça évolue. Oui, mais on a quand même une réaction, je l'ai dit tout à l'heure, de la police, de la justice, qui en principe devrait nous rassurer, non, Franck? Est-ce que ça veut dire que malgré tout ce qu'on fait depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, comme vous le dites, que véritablement, ça n'a aucun impact sur les jeunes, sur ce qu'ils font? Oui, lorsqu'on fait des analyses profondes, on sent que cela n'a pas d'impact parce que vous voyez, nous sommes tous rendus coupables en la matière. Qui autour de cette table peut, dans ce quartier, vous voyez un jeune qui ne fait rien, mais qui parvient quand même à subvenir aux besoins de ses parents, qui parmi nous peut se lever un matin, aller donner son nom à la police pour dire, écoutez, ce jeune-là, je voudrais que vous venez le chercher parce qu'il mène des activités illicites. Quand je dis autour de cette table, je veux parler de tous les quartiers. Je veux parler de toutes les ruelles où on sait que nous avons des cybercriminels, mais que nous n'avons pas la culture de dénoncer. Mieux, c'est que la communauté, parfois, constitue un blocage pour les forces de l'ordre. Vous allez dans le quartier pour renseigner les forces de l'ordre, on ne le fait pas. Et cela fait qu'il y a des gens qui échappent au contrôle des forces de l'ordre. Mais les autorités judiciaires ont dit, Mario Metonon, j'ai lu dans la presse, qu'il a dit
les chiffres qui ont été présentés ne peuvent pas être interprétés comme un échec. Pour lui, c'est que cela montre l'efficacité des unités qui sont mises en place, de la politique qui est mise en place, parce que tout au moins aujourd'hui, contrairement à il y a quelques années, il y a des gens qui sont traqués et qui sont pris par les forces de l'ordre et jetés en prison. Mais à côté de tout cela, lorsque vous voyez les nouvelles méthodes qu'ils utilisent, aujourd'hui, ce ne sont pas des gens qui cherchent à gagner gros. Ils peuvent vous estorquer 20 000 par ici, 30 000 par là, et après ils font le point. Ça leur permet de suivre le temps de réfléchir à une autre méthode. Et donc, de jour en jour, il y a de nouvelles méthodes qu'ils développent, des stratégies, voilà le mot que je cherchais, qu'ils développent pour arnaquer les populations. Je pense que nous n'avons pas encore tenu le bon bout. Le bon bout, c'est vrai, on a commencé par réprimer. On va examiner les méthodes tout à l'heure, mais oui, Eric. Mais toujours sur les chiffres. Vous savez, aujourd'hui, nous savons que le seul moyen de lutte, c'est d'abord la répression, de façon très forte. Peut-être que si cela n'avait pas été lancé, on serait bien au-delà des chiffres que Méthode a évoqués. Et ce aurait été un grand désastre. Voilà. Donc je pense que la peur du gendarme a fait que peut-être qu'on a stagné les chiffres à un niveau peut-être plus raisonnable. Mais nous, notre souhait, c'est que cela soit éradiqué, justement. L'inquiétude qu'on évoquait, c'est que le phénomène existe en fait. Voilà. C'est vrai que les différents acteurs savent qu'aujourd'hui, ce n'est pas une pratique qu'il faut encourager. Et quand vous le faites et que pour un commissaire dans un quartier finit par mettre la main sur vous, vous savez votre destination. William, on peut se réjouir de deux choses tout au moins. D'abord, l'engagement est très clair alors là des pouvoirs publics de faire face au phénomène, parce que avant cela, on était dans une sorte d'indifférence totale, comme si on ne voyait rien se passer de la République, et la réputation a été même exportée, la triste réputation a été même exportée au-delà des frontières nationales. Le deuxième élément, c'est qu'aujourd'hui, le phénomène n'est plus inscrit dans cette normalité dans laquelle il était inscrit par nous, où, ma foi, on peut côtoyer le cybercriminel. Vous l'aviez dit tout à l'heure, ils avaient des motos, ils avaient des codes, etc. Et au vu ensuite de tout le monde, il circulaire, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, on a fait une avancée. Il y a un pas de fait. Soyons réalistes. Et c'est une évidence. Le cybercriminel ne se pavane plus dans Cotonou, arborant ses attributs de délinquant bien maquillé. Non. Il peut aujourd'hui se cacher à la vue du policier, ou il peut jouer les dissimulés. Il peut même se méfier de son voisin. Il peut se méfier de son voisin, même en famille. Vous savez, il y a un très grand magistrat de la Criette que vous connaissez, dont un neveu, Germain, un neveu a été incarcéré à Misrété juste dans la maison des magistrats de la Criette. Et si je vous dis la fonction des êtres humains, et puis quoi, justement, voilà. c'est pour dire en fait que si on est capable d'amener une volonté répressive jusqu'à un certain niveau, ça voudra dire personne n'est à l'abri. Et quand, vous savez, la terreur a ce goût, hein, vous voyez ça en politique, vous voyez ça dans bien des domaines aujourd'hui au Bénin, quand il y a de la terreur, les gens savent se rétracter quelques moments, le temps d'avoir des réflexions éparses, teintées de stupeur circonstanciellement pour se sortir d'affaire plus tard. Donc, aujourd'hui, il y a ça. Mais est-ce que cette peur, là ce n'est plus le gendarme, du paracommando, permet finalement d'avancer concrètement dans la lutte contre le phénomène? Voilà un phénomène social aux ramifications terribles. C'est un gros serpent de mer. Je crains qu'on soit en train de tenir le bon bout. Parce que, vous savez, tant que les gens seront à la maison, tant que les gens seront oisifs, désœuvrés, tant que la politique répressive ne sera que incarcération, séjour carcéral, puis condamnation, sortie plus tard, sans perspective aucune, sans issue aucune, pour des gens qui, de tout le temps de fougue, de hargne juvénile, sont en prison, reviennent. Pour moi, c'est une bombe à retardement. C'est un gros déplacement, et un déplacement institutionnel
d'un problème social, d'un fléau. Justement, vous me permettez en même temps qu'on embrasse sur le deuxième axe de nos discussions, l'efficacité des luttes qui sont engagées. Vous l'aviez souligné, désormais c'est arrestation systématique, à l'appel même. La dernière actualité, le riche dans le domaine, c'était quand même Abou Mekalavi ou ma foi, il me semble qu'on a ramassé quelques 15 jeunes qu'on est allé déposer quelque part afin qu'ils respirent l'air qui est différent du nôtre. On peut dire quand même que c'est une stratégie, mais est-ce qu'à vos yeux ça marche? C'est une stratégie, vous l'avez bien dit. Est-ce que c'est la meilleure des stratégies? C'est la question c'est ce que je vous pose. Voilà. Vous savez, d'abord nous allons féliciter, encourager la police républicaine pour ce travail qu'elle abat, parce que ce n'est pas aisé de le faire. Et nous allons également encourager et féliciter ces populations assez rares qui donnent ces informations à la police républicaine, parce que la police n'est jamais derrière tout le monde pour savoir ce que chacun fait. Il y a toujours quelqu'un qui doit pouvoir donner l'information qu'il faut à la police républicaine. Aujourd'hui, quand vous regardez la manière dont cela se fait, c'est vrai que quand on vient ramasser à la NAS un groupe de jeunes, il peut y avoir effectivement des innocents parmi eux. Il y a eu quelqu'un qui s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, et il est pris dans la NAS. Je pense que c'est là où, au niveau du tribunal, au niveau de la justice, il va falloir maintenant faire le tri pour savoir est-ce que véritablement celui-là qu'on a pris est impliqué dans le coup ou pas. Donc je pense que c'est un travail qui se fait à ce niveau-là. Mais déjà, le fait d'insuffler cette peur-là à nos jeunes cybercriminels, parce que pour la plupart, on a remarqué que le profil, dans la plupart, c'est des jeunes. C'est des jeunes qui sont diplômés, pour la plupart. Parce que le minimum qu'ils ont souvent, c'est le BEPC dans la plupart des cas. On a eu le temps de fouiller un peu le profil. Donc ça veut dire que c'est des jeunes qui, a priori, sont aptes pour l'emploi, qui peuvent normalement faire quelque chose. Pourquoi je dis que cette lutte manque un peu d'efficacité? C'est au niveau des parents, au niveau de la population elle-même. Comme l'a dit sur ce plateau, il y a la communauté qui n'accompagne pas. Vous savez que jusqu'aujourd'hui, à l'instant où nous sommes en train de parler, il y a des cybercriminalités qui sont considérées comme les bienfaiteurs de leur famille. Est-ce que vous voyez ces familles-là dénoncer ceux supposés bienfaiteurs? Non. Il y a des gens, par exemple, qui estiment que ceux-là ne font que engranger de l'argent pour pouvoir réinjecter, un peu comme des Robin des Bois du système moderne de Robin des Bois contemporain. C'est-à-dire, ils arrachent d'argent à d'autres personnes pour venir injecter dans la population, et on utilise souvent cette image de morosité économique pour dire oui, il n'y a pas de l'argent dans le pays, alors laissez les jeunes faire ce qu'ils font. Mais non, mais c'est quand justement ceux-là qui le disent subissent, qui commencent par dire mais non, la police est où, la justice est où, et je subis ceci. Donc je pense que non seulement la police va faire son travail qu'elle fait déjà, et je pense qu'on doit l'accompagner à améliorer. Non, la procédure peut avoir des problèmes. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir des innocents, et effectivement, on a appris qu'il y a des innocents qui sont parfois là. C'est à ce niveau-là qu'il faut faire parfois le tri. Mais la police étant là pour garantir la sécurité des personnes et des biens, quand elle a eu une information, elle va d'abord sur les lieux pour prendre justement ceux qui sont sur les lieux le temps de faire le tri. L'autre chose, les populations doivent pouvoir contrôler. Il y a des parents, quand nous parlons de la communauté, il y a des parents qui aujourd'hui accompagnent ces enfants. J'ai entendu, où il dit dans une conversation, un monsieur qui dit carrément, en fait, c'est son enfant à l'université, c'est un étudiant, et l'enfant disait, je vais au service, et le papa lui dit, je le dis en fond, je répète mot pour mot la phrase, j'ai dit bien le papa qui dit, je répète la phrase, il dit, et à Diablo à l'université, ben tous les bureaux ordinateurs zimé. C'est-à-dire, tu vas faire quoi à l'université quand tes camarades vont pianoter l'ordinateur? Donc, c'est une manière de dire, de changer, d'amener l'enfant à aller vers ce qui n'est pas bien. Et c'est réel. Vous voyez, donc ça veut dire qu'il y a une complicité tacite de la population, de la famille et de la communauté. Ça pose un véritable problème. Eric, vous savez, moi je vais être un peu réaliste. C'est vrai qu'on demande à l'État de voir un autre moyen de lutte, mais moi j'estime la répression, encore la répression est toujours la répression. D'abord de façon juridique, c'est une infraction, et face à ça, ne demandez pas à la police d'aller sensibiliser les cybercriminels. Ils sont formés pour mettre fin à des infractions. Sinon les voleurs de poulet aussi ont droit aussi à des sensibilisations. Hein. Et on pourrait citer bien d'autres, on pourrait citer
Voilà, donc la répression, et voilà. Et n'oublions pas, et nous l'avons relevé ici, que c'est vrai que l'État s'est réveillé un peu tard dans cette affaire. Quand on s'est rendu compte que le phénomène s'est vraiment enraciné, parce que à côté de cybercriminels, vous avez d'autres petits réseaux, n'est-ce pas, qui entourent, qui l'alimentent. On allait jusqu'à interpeller des chefs quartiers qui donnaient des attestations de résidence de façon falsifiée à ces jeunes pour avoir des documents au niveau de l'état civil. Donc, pratiquement, dans un environnement, vous avez l'agent du cybercriminel qui circulait pratiquement un peu partout. Donc, il fallait agir, il fallait réprimer, et de façon forte. Et pour vous, la répression, c'est la bonne voie. Un État, en réalité, je ne vois pas un État trouver un autre moyen que la répression, que de lutter contre une infraction, surtout quand elle est nouvelle. Parce que l'État aussi se cherche, l'État essaye de comprendre, de savoir mais comment ça se passe, comment se trouve que ces jeunes, ils trouvent goût. Mais aujourd'hui, nous avons dépassé une étape dans la conscience des jeunes. Vous savez, même si vous offrez un emploi tout fourni à un jeune aujourd'hui, il met cet emploi dans la balance, il pèse le poids en termes de rémunération et il estime que je peux mieux gagner ailleurs, enfin, dans cette pratique, que ce que vous m'offrez comme emploi. Donc, ce n'est pas le chômage, en fait. Donc, aujourd'hui, on n'est plus à ce niveau de chômage. Mais écoutez, vous avez des agents qui sont allés arrêter des jeunes et on leur dit, mais vous êtes des agents, vous êtes payé combien par mois? Bon, écoutez, moi je vais régler vos problèmes, on va s'entendre, et puis il sort beaucoup d'argent, vous voyez. Donc, aujourd'hui, et nous savons que dans la psychologie de nos jeunes, on voit ça sur les réseaux sociaux, c'est le bling-bling, c'est qu'on en vit, c'est ça, avec beaucoup d'argent, voyez-vous. Et donc, quand vous êtes aujourd'hui dans cette logique, même si on vous offre l'emploi de Tanguy, et puis, bien écoutez, Tanguy, vous faites pas le poids, Franck. Il vous aime pas ce monsieur. Vous faites pas le moi, poids. je pense que la lutte, vous voyez, au début, on ne réprimait pas. On réprimait, mais pas à cette vitesse-là, avec cette teneur. Aujourd'hui, on réprime et tout le monde sait qu'au Bénin, quand tu es cybercriminel, tu dois vivre autrement. Tu dois vivre caché, tu dois pouvoir mener tes activités, pas comme avant où ils bombent le torse dans les quartiers pour dire c'est moi, chaque week-end on organise une fête le samedi, le dimanche c'est une autre formule qu'on adopte pour organiser les fêtes, on est avec les amis dans les buvettes et tout. Ça, je pense que c'est un bon début. Montrer que l'État se préoccupe de la situation, de l'évolution, de la progression de ce crime-là dans notre société. Ça, c'est un bon point pour moi qu'on est en train de gagner. Mais à côté de ça, lorsque vous avez des gens qui, comme je l'ai dit, se cachent aujourd'hui pour mener l'activité. Quand on dit 1956 dossiers aux procédures, ça veut dire qu'il y a peut-être des centaines de victimes, qu'il y a des jeunes, de petits apprentis, des clébés qui sont là, qui apprennent à manipuler. Donc, lorsque vous envoyez son patron en prison, c'est que lui travaille pour pouvoir nourrir le patron là-bas. Donc, pour cerner tout ça, je pense qu'il faut associer... En attendant de le rejoindre un jour. Oui, de le rejoindre un jour. Mais s'il sait bien s'y prendre, peut-être qu'il va passer entre les mailles des forces de l'ordre et n'ira jamais là-bas. Et là, c'est un problème pour la société. Et pour régler et cerner le mal, je pense qu'il faut changer un peu. Il faut associer à la répression d'autres méthodes de lutte. Comme je l'ai dit, les ONG n'ont jamais intervenu. Les élus locaux, les chefs quartiers et même les religieux qui vont parler aux jeunes. C'est de voir la quantité de paroles qu'on peut éjecter dans l'esprit d'un jeune ou d'un cybercriminel et espérer en retour un changement. Et c'est peut-être là qu'au niveau des familles aussi, on peut véritablement travailler. Et après, nous savons que quand vous voyez ce chiffre que vous avez donné, est-ce que vous pensez au nombre de victimes, des personnes âgées, des jeunes? Moi j'ai échangé avec quelqu'un, vous dites mais ils m'ont ruiné, ils ont vidé mes économies, voyez-vous. Et à l'échelle nationale, ça ne nous fait pas une bonne image. Des gens ont peur de venir investir parce que oui, le Bénin serait devenu le carrefour des cybercriminels n'ont pas besoin que vous investissiez quelque part. Que vous soyez même à l'extérieur ou à l'intérieur, eux ils opèrent. Qu'ils opèrent, oui. William, rapidement sur je crois l'arrestation systématique, l'emprisonnement, le jugement, etc. Je pense qu'on ne peut pas lutter contre un phénomène sans réprimer. Mais le tout répression, je ne sais pas si ça
résout également le problème. Je ne sais pas si les luttes implacables contre la drogue ont fait arrêter les trafics de drogue. C'est ça la caractéristique du grand banditisme. Oui. Le grand banditisme est tel que fait, c'est-à-dire le réseau, le maillage, la capacité de nuisance des systèmes, des mafieux et des acteurs du milieu. Toutes ces compétences sont non seulement infiltrées, mais bien chapeautées par endroits. Des phénomènes sociaux de cette envergure, ce n'est pas les quelques NAS envoyés qui règlent le problème. La belle preuve, ce sont les menus fretins qui vont à la criette. Parlant de cybercriminels. Vous trouvez vraiment? Oui. Parce qu'il y a des employeurs cybercriminels. Dans le lot, ils prennent les gros morceaux. Il y a des gros morceaux quand même. Ok, combien de gros morceaux prennent-ils? Parce que il y a des employeurs cybercriminels. Il y a de grands gens insoupçonnés. Il y a quelqu'un, c'est un secret polichinelle. Quelqu'un l'a arrêté, les dossiers ont commencé à s'enchaîner depuis, il prend 10 ans ici, on dit il y a le procès qui attend, il est là-bas. Hein, oui, il y a des employeurs. Et lui, c'est pas un clépé. Qui sont bien positionnés et qui ont toute une chaîne de cybercriminels qu'ils nourrissent. Et aussi, vous savez, ce n'est pas pour jeter de l'opprobre à nos institutions, mais sans être de connivence avec les institutions régaliennes de l'État béninois, vous ne pouvez pas mener la cybercriminalité jusqu'à un certain niveau, c'est-à-dire la vraie cybercriminalité d'une certaine force de nuisance qui spolie, qui dévalise des fortunes entières. Vous n'exercez pas à ce degré de cybercriminalité quand vous n'avez pas certaines attaches et certains appuis. Quand je considère le phénomène de haut comme ça, et que j'arrête de voir les petits cybercriminels de quartier qui arrachent les copies de voisins de son quartier, quand je me mets un peu en hauteur et que je vois le phénomène tel qu'il est dans les grands pays, la Côte d'Ivoire, le Nigeria à côté, quand j'analyse le phénomène comme ça, et quand je sais qu'il existe chez nous, vous voyez des gens qui sont dans les corps habillés, qui sont de grands cybercriminels. Vous voyez des gens qui sont ici au Bénin. Allez lire un peu les décisions de la criette sur la cybercriminalité. Et ça, c'est ce qu'on dévoile aujourd'hui. Et je vous dis, pour un phénomène qui était... professeur de philosophie, mais... Un homme de corps habillé, je ne sais pas trop. Je vous dis, des gens en banque sont des cerveaux de la cybercriminalité. Oui. Quand le phénomène est à ce niveau, je trouve que c'est un peu comme lutter contre la drogue, c'est-à-dire prendre quelques 2-3 balles au moment où la quantité passe vraiment inaperçue. Oui, et c'est ça qui nous amène à constater l'évolution du phénomène qui a, comment on dit, qui a lancé ses tentacules dans pratiquement une bonne partie de notre administration. Et William fait bien de donner l'exemple du trafic de drogue, c'est pareil aussi. Vous avez des gens qui sont à des postes stratégiques, mais qui sont au service des trafiquants. C'est tout à fait... Enfin, je n'ai pas envie de dire que c'est tout à fait normal, mais quelqu'un qui a fait vraiment le choix de prendre le risque d'être dans un métier illicite, se donne les moyens d'avoir autour de lui le service, je sais pas, d'un inspecteur de police, d'un commissaire, d'un juge, tout ce que vous pouvez imaginer pour que le réseau puisse véritablement marcher. Nous sommes à ce niveau aujourd'hui avec la cybercriminalité. Nous sommes à ce niveau, justement. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas, avec cette trajectoire, arrêter de réprimer ou essayer de, je sais pas, de tenter des campagnes de sensibilisation. Oui, ça va continuer. Mais j'insiste encore là-dessus. Nous sommes à une phase aujourd'hui où, quand vous exercez un métier et que vous estimez que vous maîtrisez le rouage, c'est ce qui vous rapporte beaucoup d'argent en l'espace de quelques temps, vous prenez alors le risque de tout ce qui vient comme conséquence et vous acceptez cela. Quand vous voyez la vie des trafiquants de drogue, vous ne pouvez, à un niveau, vous ne pouvez plus récupérer cet individu avec des mots et lui faire comprendre que pourquoi il faut s'interroger. Viens t'asseoir tranquillement. Vous savez, le premier intrant du cybercriminel, c'est l'information. C'est pourquoi je rejoins William qui a touché des points sensibles dans son analyse. Lorsque, par exemple, un cybercriminel n'ira pas s'en prendre à la pauvre dame qui vend du tape au bord de la voie. Il faut des gens qui ont une certaine manne financière, des gens qui sont dans certains domaines. On sait qu'ils brassent une quantité d'argent.
sait que, par exemple, lorsqu'on va Vous et vers... moi ne sommes pas de grosses fortunes. Non, ils ne Nous recevons trouveront des rien. messages des Ils trouveront cybercriminels. rien. Nous recevons des messages. Oui, ils ne trouveront rien du Nous tout. recevons- Ils peuvent le faire pendant... Non, c'est votre vigilance qui vous sauve. Oui, En fait, la vigilance, il d'accord. ne met pas comment on dit, un appétit pour une cible donnée. Il tape dans tous les sens. Moi, j'en reçois. Quand parfois tu reçois le message, toi, mais tu souris, mais ceux-là, ils me prennent Lorsque pour qui. William... Ça, c'est pour vous qui êtes- Ça tontine. Oui, mais ça, c'est pour vous qui êtes... Finalement, c'est il pour vous investit qui êtes- en même temps dans... C'est pour vous qui êtes vigilant. Et ça commence par 6 000, ça commence par 2 000 francs. Avant, Alors, qu'est-ce qu'on Donc fait? je reviens Qu'est-ce au fait que c'est la société qui ne veut pas que cette lutte-là prospère. Comment ça? Oui, nous donnons des informations, nous sommes imprudents, nous sommes hypocrites, nous ne sommes pas. Nous vivons dans La une société société. profite Oui. et vit de la cybercriminalité. Oui, d'accord. Mais si chacun à son niveau, le papa à la maison, comme le parent cité par Ulrich tout à l'heure, s'il tient bien des discours qui dissuadent ses enfants, qui les informent de ce que c'est dangereux. Mais le Et gars tenez-vous le tranquille, gars est en galère. il y a même des... Le gars est en galère. Le gars est en galère. Cet Et argument- il voit que à la fin des études supérieures, que les autres enfants du quartier n'ont rien obtenu en termes d'emploi, etc. Il ne va pas continuer à encourager son Donc, enfant à aller vous là-bas. me direz pas, vous, que vous avez toutes les facilités de la vie. Moi, je connais un C'est jeune pour ça que- qui, à la rentrée universitaire, s'installe quelque part avec une petite table et qui remplit les fiches pour ses Les petits- fiches d'inscription. les fiches d'inscription. Mais avec ça, Mais il fait ça toute la journée, il s'en sort à peine non, avec. parce qu'il il a a par exemple 2000 parce envie, qu'il il a faut par remplir exemple une envie, fiche il a d'inscription. par exemple en est envie de se convaincu. prendre une moto, il va chercher un peu là-bas, Si il va donc- chercher un peu en ligne, il va chercher un peu peut-être si le- avec si un le- petit job et il s'en sort. Et Si le parent en est convaincu et encourage l'enfant, et que l'enfant se retrouve dans une cellule, ne demandez pas à l'État d'aller faire un travail de sensibilisation. C'est-à-dire que ce parent a fait le choix et a estimé que c'est ce qui est de bien, de meilleur pour son Oh, enfant. mais le problème justement c'est que le phénomène continue, c'est ça. Mais comment faut-il l'arrêter justement? La répression à la Oui. perlée Oui. qui ne déracine pas un mal, et c'est comme une lutte contre la drogue. En Oui, fait, comment on c'est fait, de secourage institutionnel. comment on fait alors? Oui. Contrairement Ça c'est à ce le troisième axe. de notre Contrairement à ce que j'ai discussion. entendu sur ce plateau, la sensibilisation n'est pas inutile. La sensibilisation doit se poursuivre, sinon se corser. Parce que quand on parle de sensibilisation, vous et moi, nous sommes de la communication. Nous devons savoir que la communication doit être ciblée. Et on doit savoir maintenant qui on touche et comment on touche les personnes. Quand vous me faites une communication du genre de ce que je viens de voir à l'antenne bien avant notre débat, et vous demandez à la dame de Tokma de relayer cette communication, elle vous dit qu'elle n'a rien compris de tout ça. Il faut que la communication aille dans tous les sens. Et que ce soit taillé sur mesure. Ce qui veut dire que il faut déjà voir... On fait des spots pour les 12 millions chacun. Pas les son 12 spot. millions, mais il faut Oui. faire en sorte de tailler en sachant la Oui, cible c'est ça, qu'on est la en train de toucher personnalisée, précisément. oui. Et ça, un bon publiciste vous dira ce qu'il faut faire. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas se lever du jour au lendemain, faire quelque chose et dire on a touché tous les 12 Qu'est-ce qu'on millions de fait, oui. Béninois. Non, c'est pas important, c'est Ok. pas ça. Deuxième chose, vous voyez, aujourd'hui, ces parents-là, qui peut-être ne comprennent pas bien français, ou bien peut-être comprennent français, mais qui n'arrivent pas à comprendre les dessous de la cybercriminalité, ils ont quand même des enfants à l'école. Déjà à l'école. Aujourd'hui, l'ordinateur est en train d'être pratiquement la chose la mieux partagée sur le plan mondial. Il faut améliorer l'éducation numérique dans les écoles et apprendre aux enfants les enjeux et les dangers de la cybercriminalité. Ça, c'est déjà important. Ces enfants seront ceux Mais qui ça vont se fait actuellement. Non, ça se les fait. enfants, Informatique. Ça se fait, mais il faut beaucoup plus l'accentuer. Je sais pourquoi je le dis, parce que ça va permettre à l'enfant de savoir déjà qu'il va vers un monde planétaire, vers un village planétaire qui peut être fatal ou qui peut être dangereux pour lui. Et à partir de cet instant, il devient le conseiller de ses parents. Troisième aspect, ailleurs, sous d'autres cieux, on a constaté que quand vous êtes des cerveaux de ce genre et que vous avez on a la possibilité d'exploiter vos talents, pas du côté négatif, mais du côté positif, on peut vous récupérer dans le lot et vous dire, vous qui êtes cybercriminel, on sait que vous avez la possibilité de déjouer des systèmes de sécurité d'une banque, les systèmes de sécurité d'une institution de microfinance ou des systèmes de sécurité d'une structure de défense et de sécurité, on vous récupère. Et on se dit, maintenant, votre peine sera de nous travailler avec nous, de nous accompagner. C'est dangereux de mettre c'est pas quelqu'un dangereux. comme ça. Ce n'est pas dangereux. Au parfait Ce n'est du pas fonctionnement dangereux. du système. Ce n'est pas dangereux. Du Ce n'est pas système. dangereux. Je vous l'explique. Ce n'est pas dangereux. Cela a été fait dans d'autres pays. Même au Nigeria, tout près, ça a été fait. Avec la loi 419 qui combat les cybercriminels. Ils l'ont fait et avec le temps, ils ont ciblé parmi eux.
dit comprendre tous les cybercriminels, ils ont ciblé parmi eux des gens qui peuvent être utiles à la nation. Quand vous avez par exemple une condamnation de 50 ans, par exemple, une condamnation de 50 ans, et vous savez que votre avenir est hypothéqué. À un moment donné, on vient vous récupérer, on vous donne une seconde chance pour la vie. On vous dit, voilà ce qu'on attend de vous. Si vous pouvez le faire, on peut vous donner une seconde chance de vie. Vous vous rachetez vis-à-vis de la société. Alors ça, vous savez, ils sont suivis. Quand on le fait, ils sont suivis. Donc quand nous avons déjà... aspect-là, voilà les 3 aspects. Le dernier aspect, c'est maintenant d'accompagner, d'amener la population à accompagner les forces de sécurité dans leur mission. Ne pas faire ombrage, ne pas faire obstacle au travail, à l'enquête qui se fait. Vous voyez des agents de police qui viennent, qui ont appris, qui ont reçu des informations. Vous savez que très souvent, quand ils viennent ramasser, ils ne le font pas juste au pif, non. Très souvent, quand ils ont l'information, parfois, ils font le tour, ils font la ronde, ils essaient de côtoyer, ils essaient de voir ce qui se passe autour de l'endroit. On vous dit, il y a des jeunes qui se rassemblent à des endroits donnés, peut-être à des heures indues de la nuit. On ne sait pas ce qu'ils font, on les voit souvent rentrer dans la maison, et peut-être le lendemain matin, ils sortent, ou bien en journée, ils viennent, ils s'agglutinent. C'est des signes qui alertent la population. Peut-être quelqu'un alerte au niveau de la population. Les policiers viennent, ils commencent à faire les enquêtes, mais personne ne veut leur donner les informations. Donc, quand la population fait obstacle, fait ombrage à l'enquête, ça n'arrange pas. Et finalement, c'est tout le pays qui en pâtit. Oui, on peut cibler au niveau sensibilisation, peut-être à la base. Bon, pas peut-être, on peut sensibiliser à la base. Dans nos écoles, pour que nos petits-enfants, on commence déjà par leur apprendre le goût du travail, n'est-ce pas? Le travail qui est recommandé dans un environnement donné, dans une société donnée. Parce qu'après, quand on a l'âge de la raison, on est en mesure de faire la différence entre le bien et le mal. Tout au moins ça. Et donc, c'est en cela que moi j'estime que vous ne pouvez pas envoyer, demander à des gens qui estiment que le bonheur se trouve véritablement dans ce genre d'activité, parce qu'ils brassent beaucoup d'argent, avouons-le, et ils naguent même des gens qui gagnent moins qu'eux. Ben écoute, moi, j'arrive à m'offrir tout ce que je veux, pendant que toi, tu es là à souffrir, à peine même tu gagnes, comment on dit, un salaire. Et puis, donc, il y a tout ce mélange autour de cette activité. Après, j'estime que peut-être que dans cette opération, il y a des éléments que l'État ou que nos services de sécurité arrivent à identifier. Et quand dans une enquête, on se rend compte que le jeune qui a peut-être un esprit aujourd'hui vert, on peut collaborer avec lui, on peut lui proposer des services en offre. Mais on ne peut pas, ce n'est pas des trucs qu'on peut rendre publics. Nous savons, par exemple, dans la lutte contre le terrorisme aux États-Unis, des services de renseignement travaillent avec des agents qui ont exercé ce métier, mais qui à un moment donné, qu'on a pu récupérer parce qu'ils se sont rendus peut-être compte que la cause qu'ils pensaient défendre, en réalité, n'est pas juste. Il faut mettre peut-être leur intelligence au service de la bonne cause et évoluer. Peut-être que dans ce cas précis, ça se fait. Mais personne ne viendra vous dire qu'en réalité, ça se fait. Parce que quand vous le dites, quel est le message que vous envoyez aux victimes? Ah bon? Donc, les gens qui nous naguent, qui nous escroquent, vous faites d'eux, c'est quoi? Des agents coopérants. Ça peut créer encore un autre choc au niveau de la population. Donc, c'est des choses qu'on garde en offre. Peut-être que ça se passe, que dans les 4 murs de nos commissariats, il y a des agents qu'on finalement on récupère parce qu'eux-mêmes ont compris qu'à un moment donné, ce n'est pas bien ce qu'ils font, et ils travaillent de main en main avec les services de sécurité pour continuer la lutte, peut-être donner des informations, expliquer le mécanisme, comment ça se passe, et puis tout ça. Donc, moi, j'estime que peut-être que ça se fait. Alors, moi je pense que penser qu'on peut enrayer, qu'on peut éradiquer la cybercriminalité, c'est se foutre les doigts dans l'œil. Nous allons vivre avec ce phénomène pendant plusieurs années, pendant plusieurs décennies, si nous n'y prenons pas garde. Tout simplement parce que l'évolution du monde, nous prenons malheureusement le côté pervers de cette évolution-là. Sous d'autres cieux, les gens ont réglé ce problème. Dans les pays où, par exemple, les droits de l'homme ne sont pas respectés, on prend 1 ou 2 cybercriminels, on les fusille devant. La population vous dit, voilà le sort qui vous attend. Mais nous, notre niveau de développement, nous qui devrons prendre des décisions parfois... Vous faites une proposition indirecte là? Non, je ne fais aucune proposition. Je dis sous d'autres cieux. Vous avez visité récemment... la peine de mort. Oui, la peine de mort. C'est pour dire que notre niveau de développement et aussi la société qui contribue, on bavarde beaucoup trop. Les gens dans les quartiers vous disent, qu'est-ce que les jeunes ont fait, on vient les chercher. Vous ne leur avez pas offert l'emploi et vous venez les chercher. Ça c'est un discours qu'on doit laisser.
Et donc, Ça n'a pas de sens. tant qu'on va... Ça n'a Non, pas de sens, ce discours. oui, ça n'a pas Mais de c'est sens. malheureusement le discours C'est que le l'on entend discours que souvent. nous- Et la police est donc on parfois fait la prise à promotion. partie, justement. Oui, des gens viennent, on les empêche d'extirper ces jeunes-là, de les enlever de la grande masse. C'est pour dire que nous allons vivre avec, mais on peut essayer de circonscrire. Circonscrire, c'est déjà la sensibilisation par la base. Dans nos maisons, nous devons faire comprendre à nos enfants, comme on le faisait comprendre, que lorsque papa a du pain à te donner, tu t'en contentes, point barre. Lorsque papa revient à la maison avec quelques kilos de riz, vous consommez ça et puis vous attendez le prochain qui va vous apporter le salut. Et ça nous a éduqués aujourd'hui, nous sommes loin des parents, on se débrouille. Donc ces discours-là ont William. disparu de l'éducation, de l'assiette de l'éducation dans les cercles familiaux, et il faut retourner aux valeurs. Les bonnes valeurs sont perdues, William, on va tenir finir. dans nos sociétés. C'est pas Moi, Quelle solution? je parle de l'éducation et de la vraie éducation. Pas... Il y en a une fausse? Oui, la fausse éducation ou celle qui en donne l'air, c'est le reportage que Florence Possa a joué en région ce matin sur le bulletin où des enfants qui ont tout le temps récité le code de la route devant les agents de la du CNSR, étaient incapables de reconnaître en vrai la façon dont il faut traverser la route. En fait, c'est ça. Les discours, civisme, ça s'arrête là. Et La théorie, la grosse théorie, mais dans le fond, on ne le sent pas. Moi, je parlerai de la prévention. Vous savez, toutes les fois que, permettez l'un des termes qu'ils emploient, les pachards vont faire les Java, rassurez-vous. Vous êtes très informé. Hein. Je suis informé. Je suis d'une génération où j'ai une idée d'un phénomène comme vous voulez m'appeler Soumaïla pour des informations judiciaires. Écoutez, la prévention par... Ils ont été nos voisins d'une façon ou d'une autre. Ils sont dans nos familles, ils sont dans nos quartiers. Voilà. Comme vous dites. C'était pas parfois des avec qui vous avez fréquenté. Hein. La société vous savez, le cybercriminel fait la même chose que le cadre de l'administration qui a un salaire de 300 000 mais qui a R+3. Ils sont les mêmes. Donc arrêtez de penser que le jeune homme qui a escroqué un voisin à côté et s'est tapé de l'argent pour la boîte de nuit n'est pas le même socialement et moralement que l'agent de l'État qui institutionnellement a détourné les chiffres, a mouillé un système et s'est permis des facilités. Mais c'est il faut réprimé déconstruire. Réprimé. Oui, de toute façon. Oui, c'est réprimé. Parce que ce mal est parti. C'est pour ça en fait que cette répression, moi j'y mets des gars. Prévention également dans les modèles. Vous voyez le père dont Ulrich a parlé, c'est le père qui a réussi aussi sa vie dans un modèle de fausseté, qui pense que tout ce qu'il a... Oui, je le pense. C'est dans le faux qu'il en est arrivé là. Et il envoie son enfant. C'est comme un employeur qui, que je connais très bien, quand ses employés lui posent des problèmes, il leur dit qu'à son âge, il avait lui des maisons à Zongo, déjà il avait des maisons. Qu'est-ce qu'il apprend à cet employé? Fais comme moi, sois dans le faux. Fais tout ce que tu peux, mais fais-toi la manne de richesse qu'il faut. Moi, je pense que c'est cette corruption collective, cette indifférence collective par rapport au mal, ça fait qu'on choisit au pifomètre le mal qu'il faut sanctionner. Autant que de grandes gangrènes de cette société, la cybercriminelle a le visage de ces fléaux de réussite, d'aisance, de niveau de vie spontané qui n'ont rien à voir avec les revenus réels, avec ce qu'on gagne en vrai. Juste un mot. Rapidement, le tel est parti. Vous voyez, tel qu'on utilise le réseau social TikTok aujourd'hui, on ne dit rien. On est là, c'est lorsque ça va exploser. Ça a déjà explosé. Non, ça va plus exploser. Ah bon? Oui, plus que ça. La déflagration va être encore plus énorme. Oui, ça va être énorme. Bientôt, on vous présentera des gens qui font l'acte sexuel et ça va être... banalité. Oui, une banalité, merci. Mais on ne dit rien. Il y a dans d'autres pays, les gens suppriment, on n'en veut pas chez nous parce qu'ils ne veulent pas former des jeunes. Si on fait ça ici, William ne sera pas content. Oui, on va dire droit de l'homme, on va dire ci, on va dire ça. Et on est dans ce discours-là du matin au soir. Non, c'est pas vrai. C'est vous les droits de l'homiste. Dans tout ce que les droits de l'homme offrent,
C'est ça, ouais. Oui, on vous dit que c'est le droit d'aller sur TikTok, de faire ce qu'on veut. Vous voyez des La femmes promotion de la liberté qui absolue. s'exposent, Non, des enfants, aucune des liberté gamins absolue. qui s'exposent sur TikTok. Et c'est bon, on défile ça à longueur de... Et il y a des parents qui remettent leur portable aux petits-enfants. Pour faire TikTok. Non, pour les faire taire. Quand l'enfant pleure, on lui donne le portable, l'enfant connaît déjà les fonctionnalités. Il tombe sur Il TikTok. tombe sur TikTok et il s'y accroche. Et là, on est en train de bien éduquer son Et, enfant. il se trouve que justement, quand on lui remet le portable, il se calme hein, parce que là-bas, il a de Oui, il a de belles belles images. scènes. Bonne chose à regarder. Bonne journée, les gars. Merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Juste après moi, le résumé de l'actualité ces 7 derniers jours au Bénin et puis la revue de presse. Passez une bonne journée.